Quel serait l'intérêt militaire, stratégique d'envoyer des troupes au sol en Iran? C'est ce qu'on va tenter de comprendre avec vous, général Chauvency. Carte à l'appui, on vous a représenté une carte qui nous montre les sites nucléaires les plus stratégiques et les plus sensibles en Iran. Par exemple, l'usine, alors c'est pas cette carte-là, hein, parce qu'on a plusieurs sites nucléaires, voilà. On les a. Fordo, souvenez-vous, l'usine d'enrichissement d'uranium de Fordo. On a le site nucléaire de Natanz ou encore Ispahan, où se trouve le centre de technologie et de recherche nucléaire. Tous ces sites ont été ciblés à l'époque, souvenez-vous, par les Américains lors de la guerre des 12 jours en juin dernier. À l'époque, des bombardiers furtifs B-2 avaient largué des bombes pénétrantes sur ces sites. Général, que feraient de plus des commandos au sol? Je dirais que pour moi, bon, d'abord, regardons que les grandes cibles sont ici, hein, à l'ouest de l'Iran. Rappelons aussi quelques distances, par exemple de Doha jusqu'à Téhéran, en gros 1200 km, de la flotte américaine jusqu'à Téhéran, c'est 1500. Ça fait des distances très importantes en termes d'aller-retour. Donc des forces spéciales qui iraient aussi autant en profondeur par voie aérienne, hélicoptère et autres, c'est peu vraisemblable. Donc par la voie routière, ils ne sont pas prêts d'arriver. Hein, donc c'est bien un constat qu'il faut prendre en compte. Maintenant, qu'est-ce qu'ils peuvent obtenir ou faire vu que pour détruire des installations de ce type-là, il faut quand même pas mal d'explosifs, pas mal de matériel. On voit mal comment les forces spéciales pourraient s'infiltrer avec autant de matériel sans avoir des moyens de transport adaptés. Donc on va être obligé d'avoir une vision beaucoup plus limitée de leur action. Et je rejoins ce qu'a dit Grégory Phillips tout à l'heure. La première mission des forces spéciales dans un contexte aussi vaste, c'est du renseignement. Où sont les cibles? Quelles sont les cibles qu'il faut traiter? Et là, il y a de l'infiltration possible, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain, si ce n'est pas déjà fait. Hein, une infiltration sur le territoire iranien, identification des cibles, que ce soit des cibles humaines ou des cibles physiques, et une fois que ces forces spéciales sont déployées près des cibles identifiées et bien identifiées, pré-identifiées d'abord et confirmées après, là on peut faire venir notamment les forces aériennes qui peuvent continuer le travail de destruction tel que ça a été engagé il y a quelques mois. Souvenez-vous, pendant la guerre des 12 jours, où Donald Trump est passé à l'action en ordonnant des frappes militaires sur ces sites-là, on avait envisagé que des troupes américaines, des forces spéciales, entrent dans les tunnels pour poser des explosifs. Est-ce que cette option serait toujours valable? Ce n'est pas vraisemblable. Vous avez un pays aussi grand, avec 90 millions d'habitants, avec des centaines de milliers de pasdarons ou de soldats de l'armée iranienne, plus les Bassidji. On ne voit pas comment des forces, même très bien entraînées, puissent remplir ce type de mission. Bien sûr, on peut se reporter à ce qu'ont fait les Israéliens dans leur capacité d'infiltration. Mais c'était une opération préparée de longue haleine. Là, on est un peu dans l'urgence quand même, il ne faut quand même pas l'oublier. On est un peu dans l'urgence. On ne voit pas des forces spéciales comme ça demain matin à l'autre bout du monde. Je ne voudrais pas dire que c'est comme dans les films, mais non, c'est la réalité, elle est là. Il faut y aller. En revanche, il y a des frappes possibles. Donc, infiltration, donc jusqu'à où? Les cibles physiques, nous ne l'oublions pas. Et puis, n'oublions pas quand même qu'il y a beaucoup de battage médiatique autour de ça. Et le battage médiatique, c'est quoi? Ça avertit les Iraniens que, oui, il pourrait y avoir des forces spéciales. Donc, que font les Iraniens? Ils vont protéger leurs chefs, qu'ils soient militaires ou civils. Ils vont commencer à les déplacer. Ils vont commencer peut-être à surveiller mieux, garder mieux les zones sensibles. Et en haut, les satellites, les drones, les avions vont regarder ce qui se passe sur le terrain. Ils vont dire, ah bah tiens, là on n'avait pas repéré qu'il y avait peut-être une autorité qui pourrait se trouver là. Donc au bout d'un moment, on affine les cibles, et dans la phase suivante, que force spéciale ou pas force spéciale, les cibles seront bien identifiées, alors qu'aujourd'hui, il y a peut-être un certain brouillard sur les cibles effectivement capables d'être traitées. Et puis, un petit endroit auquel je pensais, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, vous avez toute cette côte, on a parlé de missiles et autres qui seraient capables de frapper la flotte américaine. Et ben, je dirais que la première mission, peut-être d'une partie des forces spéciales, serait de détruire ces zones où il y a ces missiles, parce que là, c'est abordable par n'importe quelle force spéciale avec des risques limités. Général, autre cible potentielle des Américains, des sites sensibles dans la capitale iranienne, Téhéran. On a parlé de la prison d'Evin, ou encore le bureau du guide suprême, le quartier général de la sécurité intérieure des gardiens de la révolution. Ça aurait du sens si Donald Trump veut éliminer des dirigeants iraniens. Oui, mais je crois que l'élimination des cibles physiques des décideurs fait partie des options. Maintenant, à force de dire que ça va arriver, il ne faut pas croire que les cibles vont attendre.
Donc les civils vont se protéger. Et je reviens à mon hypothèse précédente médiatique. Le bruit qu'on fait autour fait que les civils vont bouger, on va les repérer, les identifier. Et puis il y a peut-être un aspect dont on parle peu actuellement, mais qu'il faut quand même mettre en avant. Est-ce que les Israéliens sont complètement écartés de cette affaire? Vu leur capacité de renseignement, leur présence en Iran, je pense qu'il y aura une forte synergie entre forces américaines et forces au moins de renseignement israéliennes pour effectivement bien traiter les cibles comme il faut. Merci beaucoup, Général Chauvency. On poursuit ce débat en plateau avec vous, justement, Noémie Alioua. Il va y avoir, si Donald Trump passe à l'action, une coopération étroite avec les services de renseignement, services militaires israéliens. Très certainement, parce qu'on sait que le Mossad est très infiltré déjà en Iran. D'ailleurs, je vous conseille la série Téhéran pour ceux qui ne l'ont pas vue. Elle est exceptionnelle. C'est l'histoire justement d'une espionne israélienne qui est infiltrée en Iran pour essayer de faire tomber le programme nucléaire. C'est vraiment une série très intéressante. Et puis on l'a vu à diverses occasions au cours de l'actualité. Souvenez-vous de l'élimination d'Ismaïl Haniyeh, le chef du Hamas qui était à Téhéran, qui avait changé à la dernière minute sa chambre le soir même pour pouvoir être en sécurité. Et les informations de là où il se trouvait ce soir-là, et notamment de cette chambre où il comptait dormir, n'avaient été discutées que dans un cercle très restreint de gens très proches du pouvoir. Or, ces informations avaient fuité et il avait été éliminé dans sa chambre de façon très chirurgicale. Alors, certains avaient dit que c'était un drone, d'autres qu'il y avait un explosif dans la chambre. Il y avait divers scénarios, mais malgré tout, on voit le niveau de précision et le niveau de renseignement des Israéliens qui est phénoménal, mais parce qu'ils ont en ligne de mire le programme nucléaire depuis déjà très longtemps. Donc oui, le réseau israélien est très infiltré. Et souvenez-vous de cette anecdote qui avait fait un peu rire tout le monde, mais qui est tout à fait vraie. C'était l'ancien président Ahmadinejad, l'ancien président iranien, qui avait donné une interview à CNN turc, et il avait dit qu'il avait mis en place lui-même une cellule chargée de traquer les agents du Mossad. Et il s'était rendu compte ensuite que le chef de cette cellule était lui-même un agent du Mossad et que 20 agents de cette cellule étaient aussi des agents du Mossad. Alors c'est assez drôle, mais surtout ça illustre très bien à quel point ils sont infiltrés sur le territoire et à quel point ils ont des informations de première main vis-à-vis de tout ce qui est en train de se passer, y compris vis-à-vis des changements qui pourraient avoir lieu que vous évoquiez tout à l'heure. Marc, il y a un effet encore plus déstabilisant de ce renseignement israélien au-delà de la qualité des informations, c'est que la pénétration est telle, il y a eu tellement de succès, que tu évoquais très bien, que chacun se demande qui est le traître. C'est-à-dire, les effets dévastateurs qui suivent tout attentat, à commencer par justement cette élimination d'Ismaël Haniyeh, c'est qui est le traître, à quel niveau, c'est au très haut niveau, chacun se méfie, tout survivant est suspect. Donc, à ce rythme-là, c'est totalement déstabilisant. Ensuite, pendant la guerre des 12 jours, les Israéliens, est-ce vrai, est-ce faux, disaient avoir eu les possibilités d'éliminer Ali Khamenei et que c'était les Américains qui avaient bloqué à l'époque. Hélène Conway-Mouret, on sait que parmi les éléments qui font hésiter le président américain, il y a le traumatisme de l'échec de Jimmy Carter qui avait lancé une opération pour libérer 52 otages américains détenus en Iran. C'était en 1980 et il a dénoncé les accidents d'hélicoptères à répétition de Jimmy Carter. C'est la raison pour laquelle on se demande si Donald Trump osera franchir le cap d'envoyer des commandos au sol en Iran. Absolument, et il faut savoir que son électorat n'est pas l'électorat MAGA, est contre les interventions extérieures, parce que c'est un électorat qui a payé le prix du sang pour beaucoup de familles américaines dans les différentes interventions extérieures. C'est cette population-là qui a le souvenir d'avoir perdu un des siens et qui ne supporte plus aujourd'hui un interventionnisme américain où les Américains meurent. Donc, que ça soit une frappe chirurgicale, comme on a vu de l'Iran déjà auparavant, cela est acceptable, mais on voit aujourd'hui que cet électorat-là n'est pas prêt. Et même dans le Parti républicain, avec l'histoire du Groenland, il y a eu cette fracture quand, à un moment, Donald Trump a dit « mais nous allons faire une intervention armée, militaire ».
Et là, il y a eu un vrai refus de cet engagement. Donc, je crois qu'il faut faire avec. Et le président Trump est très sensible à cela, d'autant qu'il a des midterms et il a un parti républicain aujourd'hui qu'il ne veut surtout pas fracturer avant ce scrutin. Et justement, vous citiez les événements de 1980 avec Jimmy Carter qui lance cette opération commando pour aller tenter de libérer les otages à l'intérieur de l'ambassade. Les hélicoptères américains se perdent dans le désert. Il y a 8 soldats américains qui sont tués. Enfin, c'est vraiment une catastrophe. Enfin, rien ne marche dans cette opération. Et d'ailleurs, ça coûte à Jimmy Carter sa réélection. Donc Trump a aussi en tête qu'il ne peut pas se permettre un échec d'une opération peut-être des forces spéciales sur un plan politique, parce que vous l'avez souligné, les midterms c'est début novembre, c'est demain. Donc imaginez des forces Delta ou des troupes spéciales américaines qui, comme en 1980, se font tuer ou dans un accident d'hélicoptère ou par les passes d'Aran, ce serait un signal absolument dramatique à quelques mois des élections. Oui, et puis il pourrait y avoir un engrenage. C'est-à-dire que si vraiment les forces spéciales étaient en grande difficulté, eh bien, il y aurait un engrenage militaire qui ferait qu'il y aura certainement beaucoup plus de morts. Et ça, je crois que il ne peut pas se le permettre. Oui, vous avez tout à fait raison d'insister sur cette question de politique intérieure. Les Américains ont été traumatisés par les différentes guerres où ils ont perdu beaucoup d'hommes. Et d'ailleurs, il y a un sondage qui est paru, c'était en juin dernier, auprès des Américains. 69% des Américains étaient contre une intervention militaire directe en Iran. C'était déjà assez massif. C'est-à-dire qu'il a été élu sur cette promesse, justement, de ne pas engager des guerres longues et de ne pas perdre des hommes sur des terrains d'opérations extérieures. Il a été élu pour ça. Il y a sa base qui réclame aujourd'hui de se concentrer sur la politique intérieure. Avec le phénomène ICE, etc., il a suffisamment de quoi traiter à l'intérieur du pays. Donc cette question de politique intérieure, elle va compter aussi dans les décisions qu'il va prendre, c'est évident. Peut-être majeure d'ailleurs.